Et les sapins, on les a vus planter dans les prés, partout. On n'avait plus que de sapins, il n'y avait plus que de ça. Et quand ils ont grandi, c'était la forêt noire. Les matins sont devenus des soirs, et sous les sapins, rien n'y pénètre, pas même un chant d'oiseau. Les sapins, ils m'ont fait partir. Tu vois, ici, on est au beau milieu d'une plantation monotype, c'est-à-dire que c'est un seul type d'arbre qui a été planté il y a environ 20-25 ans. Donc c'est ce qu'on a vu, ces arbres en ligne. Donc on a un arbre, on fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres, ce qui fait environ 1000 arbres à l'hectare. Est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? La question se pose, hein. C'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi? Pas d'oiseaux. Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est, dans ce cas-là, ce sont des épicéas, c'est d'avoir 1000 épicéas à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ça n'a pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles d'épicéas. Si je creuse, j'ai plusieurs années d'aiguilles empilées les unes sur les autres. Elles se sont pas transformées, ça ne fait pas de l'humus. Pour que ça se transforme, il faudrait qu'il y ait d'autres types d'arbres et que les feuilles se mélangent au niveau du sol. Donc là, on ne recycle pas le matériau. C'est-à-dire que l'arbre, il pompe dans le sol, il envoie ses aiguilles, elles restent là. Elles restent là et il ne se passe rien. Pas de vie. Si on creuse, on ne va pas trouver de lombric ici. Il n'y a rien. Ici, c'est le temple du Douglas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arbre, le Douglas? C'est l'arbre qui est à la mode actuellement dans le Massif central. Aujourd'hui, en termes de plantation, quand on plante 10 arbres, 9 sont des Douglas. Alors, pour quelle raison? La principale raison, c'est qu'il pousse très vite. C'est-à-dire qu'il fait du bois très très vite. 1 hectare de Douglas produit environ 15 à 20 mètres cubes de bois par an. Si on compare à du chêne, 1 hectare de chêne produit environ 5 mètres cubes par an. Donc en volume, 4 fois plus ici. Quand on cherche le rendement, ça ne se discute pas. Cet arbre, il produit beaucoup plus vite. On a décidé qu'ici, il pousserait que du Douglas. Donc tout ce qui va venir, tout ce que la nature veut mettre, parce que la nature, généralement, elle sait ce dont elle a besoin. Par exemple, je prends le cas de ça. Tu vois, ça c'est du bouleau, donc un feuillu.
qui est venu tout seul, de lui-même, se mettre en mélange avec le Douglas. Il y a un gros intérêt à ça, c'est que quand les feuilles et les aiguilles vont se mélanger au niveau du sol, on va faire de l'humus beaucoup plus rapidement que ce tapis d'aiguilles de Douglas qui va rester à stagner pendant des années et des années. Donc ce mélange est très profitable au niveau du sol. Par contre, ce n'est pas l'arbre objectif. On n'a pas demandé du boulot, on a demandé du Douglas. Alors on les enlève. Ça veut dire que la nature nous fait pousser du boulot. Et nous, on va payer des gens qui vont venir ici et qui vont détruire ces boulots. Il ne faut pas toucher à l'ordre établi. On veut du Douglas, on aura du Douglas. L'endroit où on est ici, on appelle ça, ce lieu s'appelle une coupe rase. Donc ça a été pendant un temps une plantation d'arbres qui est montée jusqu'à peut-être une quarantaine de mètres d'altitude avec des arbres qui ont une quarantaine d'années. Et ensuite, l'homme est venu prélever des arbres pour son besoin. Et on fait ça donc, avec une technique qui s'appelle la coupe rase. Comment ça se produit? À l'origine, il y avait des bûcherons. Mais c'était un métier qui était éminemment physique. Ça usait les hommes, ça faisait travailler du monde. Et on a remplacé ça par des machines. Alors, on a mécanisé. Vu que les arbres sont tous les mêmes, on a fait une machine qui correspond bien à ce type d'arbre. Et donc, on appelle ça une abatteuse. Vous imaginez ici, sur un sol, quand il sera mis à nu, on va planter des petits arbres qui sont comme du maïs. Un ministre de l'Industrie a dit qu'il ne faut pas traiter la forêt différemment d'un champ de tomates ou d'un champ de maïs. C'est une vision des choses, mais ces petits arbres ici, ça sera la seule végétation qu'il va y avoir et on va faire en sorte qu'elle ne se fasse pas concurrencer par ce qui va venir naturellement. Il va falloir la protéger contre les attaques. Il y a des insectes. Quand ici, dans cette assiette vide, ils n'auront plus rien à manger. Donc, ils vont s'attaquer à ces petits plants qu'on va pousser. Et puis, nous, on va faire en sorte que ces petits plants ne soient pas mangés par des espèces de petits charançons qu'on appelle des ilobes. Donc, on va mettre des pesticides. Donc, pour le commun des mortels, des pesticides dans la forêt, ça paraît fou, quoi. Et pourtant, on en est là. À l'échelle de la planète, on évoque souvent le problème de la déforestation. Ici, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un régime de déforestation. On est dans un régime de malforestation.
Avec une taille comme celle-ci, il faut couper minimum 200 mètres cubes dans la journée. Combien? 200 mètres cubes dans la journée. 200 mètres cubes. Ouais. Pour commencer, être rentable. Et il faut dire qu'une machine comme celle-ci, il faut compter 9 000 € à peu près de traite à la fin du mois. Alors forcément, il faut que ça tourne. Il ne faut pas se permettre, parce qu'il pleut, de rester à la maison. Voir, on n'a pas envie d'y aller faire la fête quand on a fini la journée. Vous faites des grosses journées? Ouais, entre 10 à 12 heures par jour à peu près. Il faut se tenir. Les propriétaires, des fois, ils ne sont pas trop contents parce qu'on détruit un peu le chemin. Mais bon, c'est le métier qui fait ça, alors voilà. Donc là, on voit le tracé quasiment tout droit de l'engin. Ça correspond à aucun chemin et il a traversé perpendiculairement le cours d'eau, sûrement plusieurs fois. Probablement qu'en descendant, il a poussé de la boue dans le cours d'eau. Et je pense que c'est ce coin-là en particulier qui a provoqué l'alerte des services de gestion des cours d'eau localement et des services de l'État, de police de l'eau. Puisqu'il y a eu une pollution jusque dans la Vienne. Et là, on peut se poser la question, parce que les services de l'État sont venus, ils ont constaté les dégâts, ils ont signifié à l'exploitant, a priori, le problème. Mais ça, c'était avant Noël, avant le mois avant fin décembre. Donc on est déjà début février, rien ne s'est passé. Donc on peut penser qu'il ne va rien se passer de plus sur ce chantier. Pour eux, le dossier doit être clos. Le dossier est clos, hein. Quand vous mettez des engins de 15, 20 tonnes, voire quand c'est un porteur forestier chargé, ça peut aller à 40 tonnes. Sur des sols comme ça, fragiles, même par temps sec déjà, on sait que les sols limoneux, c'est sensible au tassement. Mais là, ils ont travaillé en conditions en plus humides, donc le limon se fluidifie, ça fait une espèce de mélasse. Donc là, avec cette pente là, ça fait vraiment un toboggan à sédiments qui file direct vers le cours d'eau, quoi. Là, voilà, là je suis dans le cours d'eau là. C'est pas immédiatement visible, hein. Pour prendre mon prélèvement, il va falloir que je pousse tout ça là. Moi je suis bourguignon d'origine, je fais 2 ans d'école forestière et donc je suis arrivé en Limousin en 2008. Et quand je suis arrivé ici, c'était quand même assez choquant pour moi et d'autant plus que justement, on a pu faire des erreurs par le passé, mais aujourd'hui on a quand même une connaissance forestière qui est quand même assez développée et on sait les conséquences de nos actes. Et en plus, on arrivait à un moment avec une maturité de peuplement qui faisait que justement on était un peu à la croisée des chemins et on pouvait envisager, on peut toujours d'ailleurs envisager d'autres approches forestières, quoi.
Regardez là, la souche est tellement grosse que la pelle est... Et ça y est là. Regardez cette souche énorme. Donc là, ce qu'il enlève, il faudrait absolument que ça reste dans le sol. Mais absolument. C'est ce qui nourrit le sol. C'est ce qui va permettre que la forêt reparte. Et regardez l'ampleur du réseau racinaire là. Ça, c'est de la matière organique, c'est du carbone stocké. C'est tout ça à la fois. Et c'est aussi un réseau qui permet à l'eau de s'infiltrer bien dans le sol. C'est tout un fonctionnement qui est perturbé, quoi. Ces techniques-là, elles s'inspirent directement d'un modèle agricole, et pas n'importe quel modèle agricole, le modèle agricole classique intensif d'aujourd'hui, quoi. Là, on n'a plus de sol, hein. Là, c'est gris, jaune. Toute la partie très fertile du dessus du sol, elle a complètement été décapée. Là, on voit, on a encore un peu. Par contre, c'est encore marron là un petit peu à gauche. La partie supérieure du sol, qui est parfois pas épaisse, souvent ça fait quelques centimètres, parfois 10 centimètres. Là, c'est là où il y a la matière organique, c'est ce qui donne cette couleur foncée. Et c'est là où il y a la plus grande fertilité sur des sols forestiers. C'est souvent là qu'on trouve l'essentiel des nutriments, enfin de ce qu'il faut pour les plantes, et ce qui constitue vraiment le milieu important du sol. Ben là, il a disparu, il a été arraché par les engins qui ont poussé les branches et les souches en même temps dans les tas qu'on voit. Là, à terme, la partie claire de sol qu'on voit, ça va être stérile pendant très longtemps. Et puis la partie fertile, elle va être dans les andins. Mais comme ils vont replanter pas sur les andins, mais entre les andins, ça va poser problème. C'est-à-dire que là, c'est la voie ouverte pour légitimer l'apport d'engrais, quoi. Parce que sur un sol comme ça, il n'y a plus rien, quoi. On fait propre, quoi. Sauf que la nature, faire propre, ça va pas, quoi. C'est pas, la nature, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Ça, c'est un chantier d'exploitation qu'on a acheté à un particulier. On va passer en coupe à blanc, on va tout couper, parce que s'ils grossissent trop, on aura encore plus de mal à les vendre. La coupe rase, c'est une méthode qui peut paraître choquante. En quoi c'est nécessaire d'en passer par là, selon vous? C'est mal perçu, ça change le visuel du paysage. Les gens se posent beaucoup de questions, alors que non, ils n'ont pas à se poser de questions. Ces arbres, ils ont été plantés pour être récoltés. Et là, on arrive en période de récolte, donc il faut les couper. Pour vous, la forêt, finalement, c'est comme l'agriculture? C'est comme un jardin. On plante, on sème, on repique, on plante, on nettoie, on désherbe. Enfin, désherber, on débroussaille, on éclaircit et après on coupe quand c'est mûr. Hein. Quand c'est à maturité, il est temps de les couper. On travaille beaucoup à flux tendu. Il y a des usines qui sont passées de 5 camions par jour à 30 camions par jour. Et ils ont besoin d'un tel volume de bois que nous, on est obligé de répondre à leurs demandes, à leurs attentes. Et ça nous quand ils ont besoin de bois, ils savent nous mettre la pression pour dire on a besoin du bois, donc allez-y, coupez. Et bon, il faut que le bois ne traîne pas. Et aussitôt qu'on a coupé, c'est aussitôt scié. Hein. Donc ça nous met une certaine pression sur les épaules qu'on avait beaucoup moins auparavant. Donc voici un arbre où on aura du mal à vendre sur notre marché français. Ça, c'est un arbre qui est par son diamètre, vous voyez, qu'on constatait qui est important. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas en Limousin, on n'a personne qui nous les prend. On a quelques scieurs qui en prennent occasionnellement. Mais ça, c'est destiné à partir pour la Chine. Ça va être mis dans des containers, Chine, l'Inde ou le Pakistan. Les abattre.
abatteuses ont révolutionné considérablement le milieu forestier. Ah. Et on parle de main-d'œuvre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, une abatteuse, ça représente un bûcheron fait une vingtaine de stères par jour, quand il a bien travaillé, dans des bois corrects, de moyenne, et une abatteuse va en faire 150. Est-ce que c'est un chantier intéressant ça? Ah, oui. On aurait que des chantiers comme ça toute l'année, on ne dirait rien, malheureusement. Les volumes unitaires des arbres sont intéressants. Ça nous permet de faire des rendements en abattage qui sont énormes, qui sont conséquents. Donc, quand il y a des volumes, vous voyez, quand on prend un grappin comme ça, on n'a pas besoin de le faire en 10 fois. On aura vite rempli le porteur, quoi. Donc, on met du volume aussi au bord de route rapidement. Pour vous, ouais, c'est plus intéressant comme ça, d'être sur une coupe rase avec une seule essence, c'est quand même plus confortable? Ah oui, une coupe rase, une mono-essence, oui, parce qu'on a des coupes rases où il y a 2-3 essences, et ben ça fait autant, parce qu'il faut tout trier, on trie toutes les essences. C'est marrant, je me faisais la réflexion parce que c'est quand même des machines qui permettent d'économiser beaucoup de peine et vous êtes quand même obligé de bosser beaucoup pour les rentabiliser. On est esclave de nos machines, oui, ça, c'est un peu le problème. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Vincent, cette pile de bois? Tout ça là, ce tas, c'est un tas pour le bois énergie, ça. Donc on voit des bois de toute variété d'essences et on fait croire aux gens que le bois énergie, c'est que des déchets de scierie, alors que non. On coupe des arbres entiers, des arbres de valeur. Là, on a un chêne qui est assez beau, qui pourrait faire des belles planches et faire du bois de qualité. Pareil pour ce pin sylvestre là. Il n'est pas attaqué, il est beau, il n'a pas de champignons. Il est assez droit. Et ben, on va passer ça dans des machines énormes de broyage pour faire du pellet et du granulé ou je ne sais quoi d'autre en bois énergie, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est apparu récemment? Ça a démarré il y a 10 ans, mais ça fait vraiment 5 ans que là, ça explose. On voit proliférer ces tas là qui sont... on les repère bien parce qu'on met les arbres entiers en fait. Il n'y a plus aucun tri qui est fait. Tout ce qui compte là, c'est le volume de bois qui va passer dans le broyeur indifféremment. Des broyeurs qui acceptent des diamètres considérables. Ça te fait quoi de voir ça, toi? Ah bah là, moi, ça me... C'est encore pire que la coupe rase parce que comme la biomasse est censée être renouvelable puisque ça pousse et que c'est censé repousser perpétuellement, du coup, ce genre d'action est valorisé, estampillé verte, écologique, favorable à la compensation carbone et à l'économie de carbone, puisque on va les mettre dans des chaudières du bois et pas du fioul ou du charbon. Donc on n'aura pas prélevé des combustibles fossiles. Et on considère qu'en mettant ça, du coup, on est dans une action totalement 100% écologique. Sauf que on a détruit le sol, on a utilisé des engins énormes parce que broyer des pins sylvestres de 70 cm de diamètre, ça demande un sacré paquet d'énergie et des broyeurs conséquents. C'est le prélèvement infini, c'est-à-dire on considère que la nature va toujours donner tout ce qu'elle peut et que nous, on prendra toujours le maximum, sans limite et sans jamais se poser de questions sur est-ce que ce qu'on fait a un sens économique, un sens écologique, un sens humain, social, parce que c'est pareil, celui qui a fait ça, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il était d'accord avec ça, est-ce qu'on lui a donné le choix, est-ce qu'on lui a expliqué ou pas, enfin, qu'est-ce que lui, il a pensé quand il a fait ça.
d'empiler n'importe comment des tas comme ça de bois même pas ébranchés. C'est la négation du métier du forestier, ça, hein, quand on voit ça. Allez, fais attention, parce que là, ça va tomber. Tu les as vus arriver, toi, ces grosses machines? Oui, dans les années 90, début 90, oui. Oui, je les ai vues, oui. Au début, elles n'étaient pas performantes, hein, c'était... Voilà, c'était vraiment... C'était des grosses ferrailles à l'époque. Mais c'est vrai que ça a bien évolué. Maintenant, elles sont vraiment performantes. C'est même monstrueux, quoi. Oui, monstrueux. Monstrueux, c'est-à-dire que c'est impressionnant, quoi. Je ne sais pas si le massif forestier va résister, quoi. Au nombre de machines et aux performances qu'elles ont, quoi. Donc on n'aura plus de vieilles forêts à terme? À terme, oui. Si on continue comme ça, on n'en aura plus de vieilles, non. On n'aura plus que des jeunes forêts. Les forêts les plus vieilles, 50 ans, quoi. 50 ans, c'est coupe rase. Alors on nous dit que les bois sont matures à 50 ans, c'est pas vrai, un Douglas c'est pas mature à 50 ans. Pas chez nous. Le problème d'une machine, c'est que c'est une machine à battre, c'est 500 000 € à peu près. C'est un gros investissement et après on travaille pour le banquier et John Deere. Voilà le problème. Et John Deere? John Deere, c'est la marque des machines, la principale marque. Enfin la principale, non, il y en a d'autres. Voilà, c'est ça, quoi. Une tronçonneuse, ça vaut 1500 €. Mais évidemment, c'est beaucoup plus physique. Mais on ne travaille pas pour les banquiers. Ça, c'est mon point de vue, hein. Tu comprends? Toi, t'as jamais voulu justement t'endetter pour passer... Ah non, jamais. Moi, je veux dormir la nuit. Je veux dormir tranquille. Je veux prendre le temps de vivre, de manger à midi et de dormir les nuits. J'en suis 31 ans de bûcheronnage et toujours aussi heureux, parce qu'on peut dire que je suis heureux dans les bois. Alors, on peut le dire. C'est pour ça que j'abandonne pas ce métier. Je fais de la fuste aussi, mais je garde quand même ça. L'hiver, j'aime bien me retrouver dans les bois tout seul, en pleine nature, surtout des journées comme aujourd'hui, hein. C'est très agréable. C'est pas tous les jours comme ça. Il faut quand même le reconnaître. Est-ce qu'il y a des choses qui te pousseraient à abandonner?
Ben, le physique, forcément. À partir d'un certain âge, c'est le plus dur. Hein. Les côtes, les descentes, le poids de la tronçonneuse. Oui, non, bien sûr. De toute façon, c'est le physique qui me fera abandonner. Malheureusement, hein, si je pouvais faire ça jusqu'à la fin, quel bonheur d'être ici, tout seul, au calme. Surtout dans cette société de merde, quoi. Moi, je trouve que c'est encore un des derniers endroits où on est tranquille, quoi. C'est la forêt, la nature, ce qu'il en reste. Des petites branches comme ça. Et celui-là, il est beau. Bon, ben voilà. C'est un bel arbre, ça. Bel arbre, ouais. Ah ouais. Ça, c'est un arbre qui a quel âge? Une cinquantaine d'années, je pense, pour compter les cernes. Pour un Douglas, c'est jeune. Dans leur pays d'origine, c'est 3 à 4 siècles, dans les Rocheuses. Comment ça s'explique qu'on fasse que du Douglas hein? Ben parce qu'il y avait un marché sur le Douglas. Parce qu'en fin de compte, en plus, le marché est en train de... Enfin, pour le gros Douglas, c'est en train de disparaître. Mais bon, pour les petits Douglas et moyenne section, pour la palette et la charpente, la fermette, là, il y a toujours des débouchés. Beaucoup la palette, surtout. Donc c'est malheureux de mettre des Douglas de cette qualité en palette, mais c'est ce qu'on fait. Malheureusement. C'est du gâchis? Ben, c'est du gâchis, oui, puisque c'est des bois qui iraient très bien en charpente, en construction, dans la menuiserie aussi. Il y a des Douglas de qualité qui peuvent faire de la menuiserie. C'est du gâchis, ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est des Douglas de 45-50 ans en palette. Et j'en fais régulièrement. Des Douglas plus gros que ça, billonnés à 2,40 m pour passer en palette. Derrière les machines, je le fais régulièrement. Ça te fait mal au cœur? Bien sûr que ça me fait mal au cœur. Puisque moi, j'utilise le bois aussi dans la construction et je sais qu'il aurait une autre valeur dans la construction que dans la palette, quoi. Parce que la palette, c'est de l'emballage ou du transport, hein, c'est uniquement ça, quoi. Ça sert une fois et après, c'est poubelle. Voilà. Et on tend beaucoup vers ça. Ça, c'est la mondialisation, les containers, les bateaux, le transport. Bon, et bien voilà. Voilà où ils vont, nos beaux Douglas. Alors cette marque bleue, elle est reconnue par les bûcherons et par les débardeurs. Ils savent que c'est des arbres qu'il faut particulièrement tenir protégés. Je vais marquer en bleu ce Douglas qui n'est pas le plus gros dans ce groupe, mais qui a les branches les plus fines. Donc celui-là, c'est l'arbre que je pense qui va rester le plus longtemps à cet endroit. Et je veux lui enlever son concurrent le plus agressif et qui est beaucoup plus branchu, qui est celui-là. Je pense qu'au Limousin, il n'y a pas une vieille culture forestière. Et moi, je viens d'Allemagne. J'ai vécu dans une région où j'ai été élevé dans une culture forestière très ancienne. Je ne veux pas prétendre qu'elle donne solution à tout, mais elle donne un rapport à la forêt qui est peut-être un peu différent. Et je vois la forêt peut-être plutôt comme une continuité que comme une plantation qui doit être coupée pour finir le cycle. Moi, je vois plutôt la forêt comme une continuité dans laquelle on prélève ci et là les arbres dont on a besoin. Et à long terme, si on additionne tous les prélèvements, on s'aperçoit qu'on prélève le même volume de bois que dans les autres méthodes. Alors voilà un merisier
un merisier qui est venu tout seul, il n'a pas été planté, et qui a déjà une belle dimension. Et actuellement, il ne se vend pas du tout. Mais c'est pas grave, on attendra. Un jour, le merisier sera à nouveau à la mode, et à ce moment-là, on pourra le vendre. Tant qu'il est debout, il grossit. C'est important ça de passer des hauts modes quand on gère une forêt? Ben oui, puisque la mode change, les arbres restent. Il suffit d'avoir un peu de toutes les essences pour pouvoir répondre à toutes les modes. C'est tout simplement pratique. Tant que les arbres ne sont pas coupés, ils poussent. Voilà. Là, il y en a un autre. Ici, on voit dans le sous-étage des semis de hêtres, un petit douglas et un châtaignier qui se sont implantés spontanément. Si j'enlève cet arbre-là, les conditions pour ce sous-étage vont s'améliorer aussi. Et donc, ils vont continuer à pousser. Et peut-être, dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être, il y aura ici un jeune arbre qui sera plein d'avenir. Ça ne nous a rien coûté, donc si ça rate, si ça ne réussit pas, c'est pas grave non plus. On voit souvent ici dans des plantations monospécifiques, de monoculture à une seule essence et tout du même âge. Il n'y a pas justement ce sous-étage. En quoi c'est important Le sous-étage, il est important pour deux raisons. Il est important d'une part pour assurer l'avenir. Si on ne veut pas passer par la coupe rase, il faudra bien un jour renouveler. Et on ne peut pas laisser vieillir éternellement les arbres. Un jour, ils seront trop vieux, ils vont s'écrouler. Il leur manque de la place aussi pour grossir. Et donc, avoir de la régénération sous les arbres adultes, c'est rassurant. Il ne faut pas trop s'inquiéter d'ailleurs, cette régénération naturelle, elle va s'installer d'une façon ou d'une autre si on laisse le temps. On entend souvent en Limousin que les feuillus, ils n'ont aucune valeur. Il y a beaucoup de marchands de bois qui vivent presque exclusivement par les feuillus. Si les feuillus n'avaient pas de valeur, je pense qu'ils se tourneraient vers autre chose. Et les chênes les plus chers valent bien 10 fois plus au mètre cube que les douglas les plus chers. Voilà, venez voir, venez voir. Un faon. Le chevreuil, c'est pas trop l'ami du forestier normalement, non? On entend souvent dans les plantations que c'est la catastrophe, le chevreuil qui mange les... Je ne sais pas, je crois qu'il est très content d'être en forêt. Donc je ne crois pas qu'il veuille du mal à la forêt. D'ailleurs, la forêt ne veut pas de mal non plus au chevreuil. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. Mais le chevreuil fait beaucoup moins de dégâts dans ce type de forêt que dans les plantations. Une forêt vivante, elle est ouverte à beaucoup d'amateurs. Il y a les forestiers, il y a les chasseurs, il y a les promeneurs, il y a les cueilleurs de champignons, il y a les ornithologues, il y a des herboristes, il y a tout le monde en fait trouve quelque chose d'intéressant en forêt. Et moi j'aime bien cette idée-là que la forêt ne se sert pas exclusivement à produire du bois. La production de bois, c'est ce qui paye la gestion de la forêt. Mais on a en bénéfice collatéral, si j'ose dire, tout un tas de choses pour lesquelles on n'est pas payé, mais qui sont peut-être
essentiel malgré tout. Vraiment, quand même, il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher. La situation est grave, il ne faut pas avoir une frilosité par rapport aux problèmes. Moi, j'entends trop souvent, encore maintenant, en disant « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais la forêt, les peuplements de Douglas viennent à maturité, il faut bien les couper. » Mais non! Faut pas les couper, faut pas les couper à blanc, on peut faire autre chose, on a des alternatives. Le groupement, il est propriétaire d'une parcelle de monoculture de Douglas. On est en train d'irrégulariser pour faire revenir du mélange, et ça marche, c'est possible. Donc, le fondement du groupement, c'est l'action collective, on est tous là ensemble parce qu'on aime la forêt, on veut préserver des forêts, et voilà, allons de l'avant. Vive le Morvan et ses forêts diversifiées, étagées, et puis continuons le combat pour en préserver le plus possible. Voilà, merci à tous. C'était une belle forêt feuillue, hein. C'était quand même une forêt mélangée. Donc ici, on aurait pu très bien exploiter, faire des éclaircies, mais sans faire complètement une coupe à blanc comme ça. Alors en plus, ce qu'on peut décrire, c'est comment était la forêt et comment elle va devenir, puisqu'on voit déjà les petites plantations de Douglas, ici. Le Morvan n'était pas couvert de forêts de résineux, hein. C'était pas du tout ça, hein. Le Morvan, il y avait quelques haies très sapinières qui étaient très jolies en mélange, mais qui n'avaient rien à voir avec des monocultures de Douglas comme ça. Et donc, il y a eu une mainmise par des investisseurs institutionnels, la Caisse d'épargne de Paris, AXA Assurance ou autres investisseurs, qui sont venus dans le Morvan pour justement faire essentiellement de la rentabilité. Donc qui ont coupé les feuillus pour replanter des monocultures de Douglas derrière. Et ça continue. Et ça continue. Voilà. Regarde ça, tiens. Voilà. Hein? Ce qui est grave, c'est qu'en fait, ça devient... les gens s'habituent, quoi. Moi, je suis issu d'une famille... très très modeste, hein, avec une famille nombreuse de 6 enfants, avec des difficultés que certains connaissent encore maintenant, mais bon, on peut dire qu'on était pauvres. Mais il y avait la nature, il y avait la forêt, les affouages, le jardin, toutes ces choses-là qui faisaient qu'on vivait. Et moi, j'ai un souvenir de ma jeunesse extraordinaire, malgré le manque d'argent, quoi, voilà. Et mon père m'emmenait, quand il faisait le bois de chauffage, et en forêt depuis le matin, j'ai un souvenir extraordinaire de ces matins brumeux, là, où très frais, où on allait en forêt, là, c'était d'un calme extraordinaire. Ça m'est resté toujours et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé à défendre la forêt. Le groupement a été créé pour s'allier avec la ville d'Autun et le Conservatoire des espaces naturels bourguignons pour acheter ces 270 hectares, ce qui maintenant sont notre propriété à chacun,
Et donc la première chose, c'était de sauver ce massif d'une coupe à blanc. Mais nous, on a continué avec les mêmes objectifs. Les objectifs du groupement, c'est d'acheter des forêts pour démontrer qu'on peut les gérer d'une manière écologique et économique. En fait, ça nous donne tout ce qu'on peut espérer. Les propriétaires ne sont pas perdants, la nature est protégée, la biodiversité, les paysages, et il n'y aurait plus de conflits. Parce qu'il faut savoir que le Morvan, on est quand même soumis à des conflits perpétuels. Les gens, quelquefois, ils en ont marre, quoi, des coupes à blanc, ils se demandent ce qui se passe, ils ne sont pas informés et tout. Donc, bon, on l'a vu dans les sorties qu'on fait avec le groupement forestier, on explique qu'on exploite. Moi, j'ai jamais entendu un associé du groupement dire « scandaleux, vous coupez un arbre » quoi. Donc dans le massif des Landes de Gascogne, qui est un massif avec un certain nombre de particularités. Donc qui est lié d'abord à son sol, hein, puisqu'on est sur principalement du sable, hein, et à son climat. Et donc à la présence depuis maintenant près de 150 ans d'une sylviculture extrêmement élaborée et qu'on qualifie d'intensif, dans le beau côté d'intensif, du pin maritime. Pin maritime qui était une essence locale, qui existait avant la mise en œuvre de cette sylviculture, mais qui a été développée par une volonté à l'époque de l'État, de Napoléon III, de développer la mise en valeur de ces terrains qui étaient faibles, qui étaient mal drainés, qui étaient mal valorisés par une politique de reboisement importante et qui donne aujourd'hui un massif d'1 million d'hectares de pin maritime, qui est un des massifs les plus productifs d'Europe. On a essayé de diversifier les types d'essences. Bon, on a essayé des dizaines d'essences à travers le monde entier. D'une façon à plus de 80%, c'est quand même le pin maritime qui aujourd'hui est et restera le roi de la forêt gasconne. On évolue assez vite actuellement. On avait un âge d'exploitation qui était aux alentours de 60 ans, il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur une révolution de 40-45 ans. Et ces pins-là, ils seront exploités plus rapidement. On est plutôt sur des rotations normales de 30-35 ans. Et donc, on va vers une réduction des rotations parce que ça pousse plus vite. Et puis parce que aussi, il faut prendre en compte un certain nombre d'événements climatiques. On a encore tous en mémoire les 2 tempêtes qu'ont subi le massif, donc en 99 et en 2009. Et donc c'est vrai qu'on prend en compte aussi ces évolutions pour minimiser les risques et faire en sorte que l'investissement forestier prenne en compte ces risques.
Alors comment vous le trouvez ce paysage? C'est le mien. Ça vous va? C'est monotone pour celui qui n'y connaît rien. Pour celui qui regarde, chaque arbre est différent. Il me parle différemment. On se prend pour un général d'armée là, qui a tout son monde parfaitement en ligne. Et oui. Non, mais c'est bien propre. Et ce qui fait qu'on peut débroussailler l'interbande très facilement. Qui dit débroussailler l'interbande veut dire qu'il n'y a pas concurrence pour les pins, il n'y a que qui mangent. Après la tempête, il y a eu un changement dans la gestion de la forêt. Est-ce que ça a fait changer des choses? Après la tempête, on a essayé de reboiser. Est-ce qu'on a reboisé de la même manière ou on a tiré Là, en la matière, par exemple, on n'a plus fait que globalement que des plantations. Avec des plans tout à fait top niveau comme sélection. Alors, une chose, on n'a quasiment pas d'arbres morts. Ce qui fait que les oiseaux n'ont pas de quoi nicher. Et ça, c'est écologiquement, on écrase parce que comme ils n'ont pas de quoi nicher, eh bien, il n'y en a pas. À cette heure-ci, vous allez me dire qu'il fait trop chaud. De toute façon, ils seraient allés dormir à l'ombre quelque part par là. Là, il n'y en a pas. Alors, il y a une technique qui s'appelle ProSilva. Il faut qu'il y ait à peu près 4 à 5 arbres à l'hectare qui soient morts et dans lequel les oiseaux font leur nid. Et ça se développe comme ça, harmonieusement, la nature et les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est théoriquement idéal, mais économiquement, ça ne l'est pas. La nature avait fait que dans ce pays-ci, le pin maritime se plaisait beaucoup, naturellement. Et comme on n'a rien trouvé d'autre, eh bien on fait du pin maritime. En ligne, labouré. Je ne sais pas si on a mis d'engrais là ou pas. Je pense que oui, parce que c'est pour ça qu'il pousse quand même très très bien. Quel est l'usage des produits phytosanitaires dans la sylviculture hollandaise? Les traitements chimiques, eh bien, c'est des produits qu'on nous interdit tous les jours un peu plus d'utiliser. On a cette forêt, elle a été créée par nos ancêtres, continuée par nous. Si elle y est, c'est qu'elle a quand même été bien gérée. Qu'est-ce qui vient de nous emmerder à nous mettre des bâtons dans les roues, des règlements, des empêchements, alors qu'on a fait les choses tout à fait correctement, jusque-là? Pourquoi on changerait? Alors là, on se retrouve sur une des parcelles qui a été mise à mal par la tempête. Là, donc, presque tous les pins se sont retrouvés par terre. Et on a laissé les quelques survivants pour qu'ils continuent à pousser. Et ça nous donne une idée finalement du paysage qu'il y avait, même début du XXe, il y avait encore ces grandes landes là autour du quartier. Et puis c'était les champs qui étaient fertilisés uniquement grâce au fumier de mouton. Parce que sinon la terre était trop pauvre.
Puis bien sûr, quand la forêt a commencé à être développée, c'est devenu difficile entre les bergers et les sylviculteurs. On dit que les moutons mangeaient les pins, mais c'est les pins qui ont mangé les moutons. Voilà, la morale de l'histoire, c'est celle-là. C'est vrai que cette tempête, pour moi, c'est arrivé comme pour tout le monde. C'était assez traumatisant. Mais moi, j'étais pas encore une gestionnaire forestière du tout, quoi. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais officiellement propriétaire. Puis c'était une propriété familiale. Je n'ai pas choisi de m'occuper de ça. Mes parents s'en occupaient. Bon, petit à petit, ils déléguaient de plus en plus à la grande entreprise forestière locale, là, la coopérative. Et moi, je ne m'étais pas trop posé de questions. Puis là, avec cette tempête, c'était des surfaces tellement importantes qui étaient à terre que ça obligeait à se poser la question du mode de gestion de la forêt, quoi. Donc moi j'ai commencé à m'informer à ce moment-là et puis j'ai découvert qu'il y avait peut-être quand même d'autres façons de faire, en tout cas dans d'autres régions, ça c'était sûr. Sur le massif landais, beaucoup plus timidement, il y avait des tentatives, donc j'ai entendu parler de la gestion Prosilva. J'ai rencontré Jacques Azera qui mène sa propriété de cette façon-là depuis déjà pas mal d'années. Et puis surtout, il fallait trouver autre chose, parce qu'on imagine bien que plus on fait des interventions dans cette forêt avec des grosses machines, puisque la sylviculture, c'est devenu monumental. Enfin, c'est la tendance générale de l'agriculture, mais là, les engins qui interviennent en forêt, c'est complètement monstrueux. Donc comme le sol ici est très fragile, il y a très très peu d'humus, chaque fois qu'il y a des interventions comme ça dans la forêt, tout est bouleversé. Et sans être spécialiste du tout, ça amène quand même à se dire que les arbres, si on leur fichait davantage la paix, ils seraient peut-être un peu plus solides et un peu mieux implantés, en tout cas. Moi, c'est ce que je me suis dit. Alors là, on voit qu'il y en a partout des pins, et à différents niveaux. Il y a ceux qui ont déjà émergé de la végétation, puis il y a tous ceux qui poussent là, qui sont encore tout petits, qui sont encore sous la molinie et la fougère, mais qui cherchent leur petite place au soleil aussi. Et ça, à la fois de laisser faire simplement cette régénération naturelle, ça économise de l'argent, mais ça économise aussi la vie du sol, tout simplement, parce que tout ce tissu végétal là qui est là, c'est quand même ça qui donne aussi un petit peu de structure. C'est ça qui peut permettre aussi aux arbres là de pousser pas tout seuls, quoi, d'accrocher leurs racines là-dedans. Et puis, il y a aussi du bouleau qui pousse là au milieu, il y a des petits chênes. Là, il y a beaucoup de bouleau parce que forcément, c'est une essence de lumière. Donc là. Mais on sait bien que les arbres, ils sont plus solides quand ils sont ensemble. C'est comme nous quand même. C'est une société aussi, une forêt. Donc, on va voir ce qu'elle va donner dans quelques années, cette forêt-là. Il est 14h et à 14h30, dans la salle de conférence A, vous allez pouvoir assister à la conférence sur le thème « Qualité des approvisionnements en bois, énergie et biomasse, les derniers résultats d'études et recherches. La bonne maîtrise de l'échantillonnage d'un tas ou d'un flux de matière est cruciale pour assurer le suivi qualitatif. L'unité, Synergie FCBA 2015, l'organisation du comité et le responsable de l'approvisionnement pour réaliser l'échantillonnage. Quel type de valorisation voulons-nous pour cette forêt? On doit quand même pouvoir à terme remplacer les énergies fossiles, tout ce qui est fossile,
avec la cellulose de ces arbres. Moi, j'y crois profondément. Et il y a des industriels qui y croient. Mais c'est comme ça que se diffuse un peu partout, dans quelques domaines que ce soit, ce modèle économique innovant, optimiste de la France d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous mécanisons, ce n'est pas parce que nous robotisons, ce n'est pas parce que nous modernisons une filière que cette filière perd de l'emploi. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc il faut arrêter de trembler devant le progrès. Il faut lui donner du sens, mais il faut arrêter de trembler. Il faut investir aussi, changer les métiers, former, accepter que la vie de demain ne soit pas celle d'hier. Feuillard 75. C'est quoi Feuillard? C'est un hêtre, c'est du hêtre. Ça vient du vieux français. Et puis en forêt, on préfère des fois dire feuillard. Ça sonne mieux à l'oreille que hêtre. De loin, on comprend pas bien. Sapin 35. C'est quoi ce geste que tu fais avec le marteau? Explique-nous. Alors, j'enlève d'abord l'écorce avec la partie H du marteau. Je retourne le marteau et puis de ce côté-ci, j'ai une marque qui est gravée. Et la gravure, c'est écrit en gothique, il y a marqué AF qui veut dire administration forestière. Et je mets la marque du marteau sur le flashy que je viens de faire. Quel est l'intérêt justement? Et quel intérêt, c'est que les bûcherons qui viennent couper, après que la coupe soit vendue, des bûcherons viennent dans la coupe pour couper les arbres, et de loin, ils voient que c'est marqué. Et cette marque-là, elle est déposée auprès des tribunaux
Et sa contrefaçon est punie de façon très sévère. Ça équivaut à faire la fausse monnaie. Sapin 30 et sapin 45. Sapin 40. Sapin 40. Et sapin 50. Répète là-bas. Sapin 40, répétez pour Jean. Voilà, là depuis le début de la virée, j'ai martelé 23 mètres cubes 91, presque 24. Et tout est répertorié par essence, par classe de diamètre et voilà. Il y a un truc assez étonnant qui s'est passé il y a une paire d'années. Il y a un organisme qui s'appelle l'Inventaire forestier national qui est chargé d'estimer la ressource en bois et en forêt en France et d'en déduire ce qu'on peut en sortir. Et il y a eu des chiffres qui ont été pondus, je ne sais plus, je ne veux pas raconter de bêtises. Et on s'est basé là-dessus, l'ONF aussi, en forêt domaniale et communale, pour dire voilà ce qu'il faudra annuellement sortir comme millions de mètres cubes de bois de la forêt française. On est parti là-dessus, il me semble, pendant quelques années, avant que quelqu'un se rende compte que les données de départ étaient complètement erronées et qu'on avait des chiffres de prélèvement qui étaient beaucoup trop élevés. On est plus incité à prendre plus que moins, c'est évident, c'est sûr. Après, charge à nous de plus ou moins résister à la pression, voilà, mais on peut le faire jusqu'à un certain point, quoi. Dis-moi Maurice, elle a changé beaucoup la forêt vosgienne depuis que tu y travailles? Oui. Ouais, oui. On voit, enfin moi qui la connais un peu, je pense qu'on voit beaucoup moins de gros bois. De gros sapins, de gros chênes, en particulier dans la plaine, du côté de Darnay, là. Et puis en montagne aussi, on voit beaucoup moins de gros bois, quoi. Le diamètre d'explosivité, pour le sapin, c'est 50. Après, entre guillemets, hein, je caricature un peu, après on perd des sous. Ça fait mal au cœur quand on est forestier? Ben bien sûr, ça fait mal au cœur, bien sûr, évidemment, ben bien sûr. On n'a pas été élevé, je parle de moi, hein, dans cette culture-là, quoi. Dans cette culture-là je vais caricaturer un peu aussi, d'employer des termes un peu crus, mais de la forêt usine à bois, quoi. C'est pas ma vision du métier de forestier que j'avais quand je suis rentré à l'ONF, quoi. C'était pas pour ça, quoi. Ton secteur, il a évolué en taille depuis le début de ta carrière? Depuis le début de ma carrière, oui. Il a triplé. Alors on passe beaucoup plus de temps sur la route et on passe beaucoup plus de temps devant nos ordinateurs aussi. Ça change la vie. Et c'est autant de temps qu'on passe plus en forêt. Alors un forestier qui va de moins en moins en forêt, c'est drôle, quoi. Donc là, il y a un petit emplacement où l'adjudicataire de chasse veut faire un petit abri pour... donc il y a 2-3 que je vais marquer en plus pour les enlever. Hein.
Et après, c'est coupe classique. Mais ça, on mettait ça en bile. Hein. J'arriverai pas. Juste, vraiment, quand il y a un gros, un BC, faites juste les BC et tout le restant, on le met en bile. Hein. Okay. Et puis quelques Braunwurfel, s'il y a. Parce que dans la 40, il y en aura beaucoup plus. Moi, ça fait 25 ans que je suis à l'ONF. Quand j'ai signé mon arrêté de nomination, quand j'ai réussi le concours, il est marqué noir sur blanc que le forestier doit assurer la pérennité de la forêt publique. Ça veut dire quoi? Notre objectif prioritaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une régénération et qu'il y ait un renouvellement. Et non un bilan financier positif. Tu vois la différence? Parce que le grand souci pour moi de l'ONF, c'est qu'à ce jour, notre budget global se fait essentiellement sur la vente de bois. En revanche, la forêt ne produit pas que du bois. C'est ce qu'elle produit quantifiable et en numéraire, quoi, enfin en argent. Mais elle fait plein d'autres choses. Elle fixe le carbone. Ici dans les Vosges, c'est une vraie éponge. Tous les captages d'eau potable de nos villages sont en forêt. Un hectare de forêt fixe 100 fois plus d'eau qu'un hectare de prairie ou agricole. C'est une réserve d'eau douce magnifique, mais on n'est pas payé pour. Quand je viens ici, souvent, je pense un petit peu à, notamment, c'est à mon collègue Alain, qui s'est donné la mort, notamment il y a 3 ans, quoi, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que, donc, depuis 2002, on est souvent réorganisé, restructuré, et la réorganisation de 2002 a été très violente pour le personnel dans sa globalité, mais surtout pour le personnel forestier. Mais mécaniquement, les services de soutien en souffrent aussi. Et il y a à peu près 3 ans, donc notre équipe d'origine, Paris a décidé de disloquer cette équipe de travail, ce collectif de travail. Alain a été forestier sur ce secteur-là, enfin sur le secteur en question, depuis plusieurs décennies. Hein. Et voilà, il fallait qu'il sorte de l'équipe communale, il allait être intégré dans une nouvelle équipe, et il a très mal supporté. Et tout simplement, un beau matin, dans sa maison forestière, il s'est mis une balle dans la tête, avec son arme de service. Il faut être très fort pour supporter tout ça, hein. Ou très souple, ou alors, je dirais même, allez, s'en foutre, s'en moquer. Une personne où ça passe au-dessus, mais lui, il s'en fout, il ne comprend pas. Mais une personne qui s'est attachée et qui s'est investie depuis des décennies dans tout ça, et comme disaient les bûcherons avant, c'est un plaisir de revenir voir si nos plantations ont marché, voir si nos éclaircies et tout ça ont bien fonctionné, voir l'évolution de la forêt. C'est comme on a un petit attachement qui se fait, hein. C'est comme notre jardin un peu, même s'il ne nous appartient pas, mais on va laisser notre trace. Et là, ce chamboulement, Alain ne l'a pas supporté. Et depuis 2002, c'est vrai que c'est assez triste, on tient comme une comptabilité. On est à plus de 35 suicides de forestiers. Et quand au final on vous dit oui, c'est imputable au service, là vous avez envie d'en prendre un ou deux et de les secouer, quoi. Et de lui dire, mais t'as vu ce que t'as fait? Et en fin de compte, au final,
on a continué, c'est-à-dire l'équipe a été quand même dissoute, malgré ça. C'est là que j'ai pas compris. On aurait pu... voilà. Mais bon, c'est encore dur, quoi. Encore dur. Le centre, le nord, Picardie, Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Aquitaine. Puisque est en train de se discuter ce matin dans la salle du conseil d'administration le projet de contrat d'objectifs et de performance. Donc aujourd'hui, dans ce projet de contrat, il n'est absolument pas remis en cause le modèle économique de l'ONF. On reste toujours sur un financement principal sur les ventes de bois. Donc aujourd'hui, on va bien vers une privatisation de l'emploi, une fragilisation de l'emploi. Et qu'est-ce que trouvent la direction et les tutelles? Eh bien, vendre les forêts domaniales. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'en 64-66, nos anciens se sont battus pour que soit maintenu le statut de fonctionnaire à l'ONF. Aujourd'hui, très clairement, il y a une attaque qui est lancée contre ce statut à l'ONF. Je monte sur l'estrade aussi. Bien, mesdames, messieurs, je comprends parfaitement que pendant 10 ans, vous avez une ligne de baisse des effectifs. Toutes les décisions, toutes les annonces ont cette baisse des effectifs en filigrane. Je comprends qu'un climat de défiance puisse se construire. Je pense qu'un climat de confiance peut se reconstruire. La confiance, ça n'est pas l'unanimité. La confiance, c'est pas je suis d'accord avec vous, c'est pas la démagogie. La confiance, c'est que on sache que quand quelque chose est dit, c'est tenu. Moi, il y a un an, je vous ai dit ici que je souhaitais dès 2016 et que c'était la clé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que vous sachiez quand même qu'il y a de la foresterie partout en France qui vit une profonde exaspération. Depuis 2002, où votre gouvernement déjà a mis en place une réforme catastrophique, nous sommes de bons garçons bien élevés, mais il y a chez nous des gens dont je vois l'état mental avec un profond abattement. Et ça, vous allez un jour le ramasser. Et vos beaux discours ne vont plus y suffire. À qui vous ferez croire que la possibilité de vendre des forêts domaniales, c'est pour arranger des petites choses locales? On ne vous croit pas là-dessus. La foresterie, aujourd'hui, hier, demain, c'est des forestiers à haut niveau technique qui seront aussi indispensables pour les problèmes du changement climatique. Qu'est-ce que vous croyez que les forestiers entendent dans les campagnes? Leur exaspération, elle est d'un autre niveau. Nous sommes bien élevés, mais vous produisez de la désespérance.
toujours eu une scierie ici à peu près, depuis avant la Révolution. La Révolution française? Voilà, et c'est route des scieries tout simplement parce que dans le temps il y en avait énormément. Rien qu'au Val d'Ajeul, sur la commune du Val d'Ajeul, on était 14 scieries avant. Je vous parle de ça il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. On n'est plus que 2 maintenant. On n'est plus que moi, puis une scierie un peu plus importante. C'est à peu près le double de moi, quoi. Et comment vous expliquez ça alors que cette hécatombe? La concurrence, tout simplement. La concurrence. Et certaines petites scieries, un peu comme nous, n'ont pas su se moderniser assez tôt. Et la concurrence européenne, la concurrence allemande, la concurrence des grosses scieries françaises font que la marge diminue, et puis au bout d'un moment, on jette l'éponge. Le plus souvent, c'est pas des fermetures secs, le plus souvent, c'est des liquidations parce qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a aucun repreneur. Personne ne veut se lancer là-dedans aujourd'hui. La plus grosse scierie française, elle est en Alsace, à Urmat. Elle produit 4000 m3 par an environ, par jour, excusez-moi, par jour. C'est ma production à l'année, moi. Ils font en volume, toujours en volume de bois, donc volume drume. Ils font en 30 secondes, moi, ce que je fais en une journée. Voilà. Et donc en une journée, ils font ce que moi, je fais en un an. Donc c'est plus du tout la même chose. On n'est plus du tout dans le traditionnel, la sur-mesure. Ils font toujours la même chose en fait. Ils vont faire que du standard, de la fermette, du standardisé, toujours la même pièce. Il faut faire le plus vite possible, il faut cramer du bois le maximum, et puis voilà. Tout ce qui va être tout faire matériaux, les bricomarchés, les gédimat, les bitmat, voilà, c'est toujours la même chose. Et les prix sont toujours en dessous de tout. Là, vous, ici, on n'est pas sur quelque chose de standardisé, justement, dans votre travail? Non, voilà, moi, je fais tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est sur mesure. On me demande les grandes longueurs, jusqu'à 13 mètres de long. On me demande n'importe quelle pièce, n'importe quelle section, je le fais. Aujourd'hui, les gros diamètres, plus personne en veut, finalement, c'est ça? Non, la politique de l'ONF, maintenant, change, et c'est un problème aussi pour nous, parce qu'on n'arrive pas à trouver de gros bois, ou du moins de moins en moins. Parce que, pareil, les forêts se standardisent aussi, tout simplement. Il y a une masse de bois, en particulier de chêne, qui part à l'export et qui nous revient sous forme de parquet. Parce que des parqueteries, de toute façon, en France, il n'y en a plus. La seconde transformation en France, en particulier dans le feuillu, on l'a laissé mourir. La première transformation, au moins le sciage, etc., il y en a encore, mais je vous ai dit que la quantité de scieries feuillues qui ont fermé en Lorraine ces 10, 15, 20 dernières années, c'est phénoménal, et c'est vrai dans toute la France. Et c'est dommage parce que mes ancêtres, en forêt publique, depuis des décennies, façonnent des bois par la sylviculture, par la finesse du choix des arbres à prélever, etc., par la réflexion. Ils façonnent des arbres de la meilleure qualité possible pour qu'ils atteignent le plus gros diamètre possible, pour avoir tous les usages possibles.
Donc ces arbres-là, si on nous dit on ne sait plus les utiliser, il y a un gros problème. Les normes de construction dans le résineux sont dictées beaucoup par l'Allemagne, par l'Autriche, qui ont des jeunes plantations de résineux à valoriser. Alors, plus vite on coupe, plus vite on en a. Et puis, les cantères, les scies qui font du 50, du 40 de diamètre, elles viennent d'où? On les a achetées aux Finlandais, aux Suédois, aux Norvégiens. Ben oui, pourquoi les scies font cette taille-là? Ben parce que l'épicéa qui pousse sous ces latitudes-là, autour du cercle polaire, au bout de 300 ans, il a toujours 40 cm de diamètre. Donc cet outil-là, il est adapté à cette ressource-là. Et on a gentiment encouragé nos scieurs à s'équiper avec ça. Il y a encore des scies, ça existe, et des cantères, même maintenant des scies plus modernes, qui peuvent scier des gros diamètres. Mais il n'y a jamais eu aucune aide, aucune incitation à s'équiper là-dessus. Il y a une ressource, et il faut à tout prix les équiper pour qu'ils utilisent au mieux leurs ressources. Et ça peut peut-être mettre un frein à l'export des bois ronds vers la Chine notamment. C'est pas nous les scieurs qui fixons les limites, mais c'est bien les consommateurs, c'est vous tous. Et c'est vous tous qui, dès que dans la planche que vous voulez utiliser, vous voyez les singularités de nœuds ou de défauts, vous ne prenez plus ce produit-là. Et c'est pas nous qui avons décidé à un moment de désintéresser de certains diamètres de bois, c'est tout simplement vous tous. La scierie, c'est la photo de la forêt. La scierie, la première transformation, s'adapte à son bassin d'approvisionnement. À une forêt naturelle peut correspondre des scieries artisanales ou des scieries musées. Ça dépend ce que l'on veut. Si nous voulons une industrie, il nous faut une forêt productive et il nous faut une forêt qui aussi satisfasse les besoins de nos concitoyens, en qualité et en prix. On ne peut pas vivre sans en tenir compte. Alors c'est quoi au juste une forêt productive? Qu'est-ce que c'est qu'une forêt productive? Regardons les forêts scandinaves, les forêts russes qui ont, en gros, la forêt scandinave, 3 essences, une de feuillus qui est le bouleau, et puis après c'est le pin et l'épicéa, et automatiquement 3 essences dominantes. Et nous, en France, on a 45, 46, 47. La différence est déjà dans ces termes-là, et on se doit, alors bien sûr la forêt, il ne s'agit pas de la sacraliser, parce que si on la sacralise, et c'est souvent ce que nos concitoyens souhaitent, on la met sous cloche, on la rend totalement naturelle, mais il s'agit d'une guerre économique, c'est-à-dire que les Scandinaves nous disent de façon claire, mais ne vous embêtez pas à faire de la forêt de production. Nous faisons la forêt de production, nous vous vendrons les sciages, et vous faites une forêt d'agrément. Pour eux, ça leur va bien. C'est une guerre économique.
la forêt hétérogène, diversifiée et complexe, elle demande une présence sur le terrain, elle demande des gens qui habitent sur place, qui la regardent, des bûcherons qui comprennent le territoire, qui savent comment cette forêt on s'en occupe, des scieries qui savent qu'à cet endroit-là le chêne est bon, à cet endroit-là il est mauvais, à cet endroit-là le châtaignier est bon, qui connaissent le territoire, qui savent le valoriser. C'est ce qu'on faisait en France, on a fait pendant 300 ans finalement. Toutes les scieries, dans chaque région, sciaient le bois qu'il y avait dans la région. On n'allait pas le transporter sur des camions sur des centaines de kilomètres. Donc chaque région s'est adaptée aux produits qu'ils avaient. Dès que la gestion est faite par des organismes très loin du territoire, hein, comme les déplacements coûtent cher, comme on n'est jamais sur place, on ne connaît pas bien le territoire, etc., tout ça doit être cadré, doit être simplifié à l'extrême. Hein. Et puis en plus, il faut que ça soit prévisible pour les actionnaires, pour les investisseurs. Et donc, on fait des forêts autoroutes. Voilà. Tout est prévu. Alors, ça va loin, parce que dans les Landes, on a des systèmes où, au moment où on plante, on a déjà programmé la coupe rase. Et on sait déjà quel diamètre on va récolter, quel volume on va récolter, à quel prix on va le vendre, a priori. Tout ça est simulé. Il y a des logiciels de simulation, d'expertise, qui vous permettent de savoir, bon, vous investissez tant, au final vous récoltez tant, donc ça produit 2,5% de rendement, compte tenu des avantages fiscaux, ça vous rajoute 1%, etc. Tout ça est prévisible. Dès qu'on est dans ces forêts-là, comme ici, pour prédire quelque chose, hein. Moi je plante du feuillu, je suis un peu le seul. Il y a des essences comme l'érable sycomore, je vais pouvoir en parler. On va me dire, ah oui, c'est pas bête, mais il ne faut pas en mettre trop. Dès que ça sort de ça, éventuellement le chêne d'Amérique, mais si on essaye un peu autre chose, Si je veux avoir la garantie que mes graines elles sont adaptées, parce qu'ici on n'a plus de semenciers d'érable, hein. Ils sont rares les semenciers, c'est-à-dire les arbres qui vont produire la régénération naturelle. Très très peu, puisqu'on est sorti de la culture forestière, parce qu'on a des reboisements résineux, et qu'on a peu de vieux arbres, comme j'ai dit. Donc il y a peu de semenciers. Donc si je veux réintroduire l'érable ici, c'est pas de l'érable d'ici, c'est de l'érable du nord-est, quoi. Donc c'est périlleux, c'est embêtant. Donc il faudrait que j'aille chercher des graines, que moi-même je récolte des graines, que je les mette en culture. C'est quelque chose qui se faisait sur les forêts avant, hein. On avait des pépinières. Moi j'ai un propriétaire qui a une pépinière. C'est fantastique, je lui dis mais c'est génial ce que vous faites là, il faut continuer. Un seul. Et il achète des plants petits comme ça, il les éduque, etc. Je lui dis, ça serait encore mieux qu'on reparte de la graine. Mais vous savez qu'il n'y a plus que 2 producteurs de graines en France, hein, de graines forestières. Donc si Villemorin décide de ne pas faire de l'érable, moi, je suis absolument convaincu qu'aucun forestier n'est indifférent à voir une forêt comme ça, du jour au lendemain, remplacée par une plantation de Douglas. Moi, j'en vois régulièrement. Et chaque fois que j'en vois, vraiment, je m'arrête. Et je ne sais pas quoi faire de mon sentiment, quoi. Ma journée est foutue, mais vraiment. Je me sens très mal et j'ai même honte de faire ce métier. Et c'est des moments comme ça où je me dis, mais je vais arrêter, quoi. Donc je me rattrape en disant, mais moi, je ne vais pas le faire. Et c'est déjà en soi un défi, mais j'ai suffisamment de stabilité, moi, économique aujourd'hui pour être certain que ça ne va pas me menacer, que je peux le refuser sans aucun problème de le faire, et je ne le fais pas. Par contre, des salariés de structures qui sont pilotés par des directives et des sylvicultures qu'on leur impose, soit directement par le propriétaire, soit par un service de gestion, eux n'ont pas le choix. J'ai choisi ce métier parce que j'aime la nature et j'aime produire du bois, parce que ça vient des arbres, c'est vivant, quoi. Et puis je suis dans une filière qui est pilotée par des logiques qui ne sont pas du vivant, quoi, qui ne sont pas issues du vivant. Mais les logiques, elles viennent de l'industrie du plastique, quoi, du pétrole, et de la finance.
C'est pas mariable. En fait, à un moment donné, il faut percevoir que c'est pas mariable ces deux logiques-là, quoi.